Ah, donc on va appeler P, donc la matrice de passage qui va de la base canonique vers la base. Ah non, je l'ai appelée V. J'ai appelé V la base qui est constituée des vecteurs V1, V2. Et du coup, c'est la matrice que je remplis tout simplement. C'est 2 moins 1 en colonne et 1 moins 1. C'est quoi les formules de changement de base? C'est-à-dire que si j'appelle Y de T qui est égal justement que je vais appeler des coordonnées. Alors justement, j'aurais peut-être dû le dire comme ça. Enfin, quoi que c'est des coordonnées quand même. C'est des coordonnées x1, x2 de t, mais en fait ça, c'est ce que j'appelle x1, x2 de t, c'est la matrice dans la base V de mon vecteur x de t en fait. C'est-à-dire que c'est mon changement de base. J'appelle peut-être pas y de t, c'est peut-être pas comme il y a déjà y dans les variables. U de t et u de t U1, U2 peut-être plutôt qu'X1, X2. Ce sera peut-être plus... C'est quoi vos formules de changement de base? Et là, je vais encore m'énerver pour cours de première année. C'est quoi les formules de changement de base sur un vecteur? On va demander à quelqu'un. Une chance sur 12. Je parie que j'ai à peu près 12 chances sur 12 de me tromper, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, égé. Je dirais que on est PV de C vers V, on descend en moins un à gauche, et Multiplié par quoi égale quoi? avec V dans nos vecteurs originels, monsieur, ou dans notre place. Bah en fait, justement, il me faut une relation pour pouvoir écrire les choses. Je m'en fiche, du moment que c'est correct. Mais il faut que je lis. Maintenant, je dois lire. Pardon, je dois lire. Je dois relier la matrice X à la matrice U avec la matrice P. Et alors, P-1 AB est égal à mat V de F. Ah, P-1 AP est égal, ouais, alors celle-là, si je l'appelle T, parce qu'elle est trigonale, oui, ça c'est vrai, mais c'est pas ça que je veux faire là. Je veux mes formules de changement de base sur les vecteurs. Si le vecteur grand X, c'est les coordonnées dans la base canonique du vecteur XY, le vecteur U, c'est les coordonnées dans la base V de ce même vecteur, comment je passe de grand X à U? Vous l'avez vu. Et c'est le même principe que et c'est pour ça que oui, je sais que maintenant vous le connaissez par cœur le P-1 à P. Vous avez compris dans quel sens ça va, vous avez compris. Quand je vous donnerai un exo de projecteur, vous serez dans la merde, mais parce que vous avez juste compris la formule par cœur sans réfléchir à ce qu'elle veut dire derrière. Mais au moins dans 80% des cas, ça marche. Maintenant, pour ce genre de choses, il va falloir quand même comprendre un petit peu ce qu'on fait. C'est quoi la formule de changement de base sur les vecteurs? Bah, vous la connaissez pas, c'est bien ce que je me dis. Alors, je vais renommer U, je vais rajouter un petit V en dessous pour bien dire qu'il est dans la base V. X, j'ai rajouté juste pour mes notations un petit BC. Les lettres que je dois renommer, c'est juste je dois faire des liens. Et je vous avais dit, les liens, il suffit de l'écrire avec les lettres. C'est-à-dire que si j'écris U de V, si devant je mets P, BC de V, j'ai bien relié entre elles les lettres V. Du coup, ce qui me reste, c'est derrière BC. Du coup, l'égalité ici, s'il me reste BC, c'est que je vais mettre mon vecteur X qui est dans BC, parce que c'est juste une histoire de dans quelle base je fais quel calcul de quelles coordonnées. Cette matrice-là, part de la barre BC, arrive dans la base V. Donc ici, je suis dans la base V. Tiens, je fais des calculs dans la base V. Donc maintenant, une fois que je suis ici, je suis dans la base BC et je peux faire mes calculs dans BC. Ah. Donc c'est ça la relation. Ce que vous nous avez peut-être noté, c'est la relation la plus classique qu'on a. C'est ce qu'on note souvent, x égale px'. Et on dit justement qu'elle est dans le mauvais sens, cette relation, parce qu'on exprime les anciennes coordonnées à partir des nouvelles. Du coup, c'est ça qu'il va falloir faire. Alors, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, maintenant, on va écrire les systèmes et ta relation aiguë va être utile. C'est-à-dire que maintenant que j'ai ça, j'ai deux choses à voir. Et ça va me servir aussi. La première chose, c'est que si, justement, si maintenant, si x' de t est égal à ax de t, bah, la relation que j'ai là, je vais pouvoir l'écrire
Alors, j'ai juste réécrit que c'était P, j'ai juste noté P pour alléger les notations. Je vais pouvoir la réécrire en U. Oui, Eggy. La relation, conceptuellement, on comprend vraiment, parce que pour UV, on a dans la base V, on va dans la base canonique. Oui. Logiquement, on voudrait utiliser la matrice de passage qui va de V à BC. Non, parce que c'est comment on remplit et comment on définit les matrices de passage. La matrice de passage de BC à V, je le rappelle, c'est la matrice de l'application identité quand on prend les notations comme ça. Mais je vous l'avais dit, quand on prend les notations avec un couple de base, ici, les notations, si on fait des bonnes notations, mais elles sont tordues, ici, c'est ce qu'on appelle la base d'arrivée. On met la base d'arrivée en premier, et ici, on met la base de départ en second. Donc, comment on remplit la matrice? Comment j'ai rempli cette matrice-là? J'ai mis ici mon vecteur V1, j'ai mis ici mon vecteur V2, et si j'appelle la base canonique E1, E2, c'est bien là mes vecteurs de ma base canonique. Du coup, c'est bien l'identité pris en V1 et l'identité pris en V2. Donc j'ai bien V au départ, BC à l'arrivée. Donc quand j'arrive ici, dans ma relation, quand j'arrive ici, j'ai des coordonnées dans V, et je le multiplie bien par une matrice pour laquelle, que je peux voir comme une application linéaire, pour laquelle je prends des coordonnées dans V au départ, et qui va recracher des coordonnées dans la base canonique. D'où la liaison qui est là. C'est vraiment juste ça. Comment vous remplissez une matrice de passage? Vous pouvez raisonner à chaque fois, et c'est juste être cohérent. Puisque ma matrice, ça peut être juste comme ça que vous le comprenez, puisque ma matrice de passage prend en entrée des vecteurs de V, ce que je dois lui mettre à gauche pour la multiplier, c'est un vecteur qui a des coordonnées dans V. Et elle va me recracher en sortie un vecteur qui a des coordonnées dans BC. Du coup, la relation qui est là, x égale axt, comment je peux la réécrire? Bah clairement, alors, le x' de t va devenir du p fois u'. Je mets plus les t parce que c'est juste pour voir comment ça se passe avec les lettres. Le a, bah on a dit que p-1 ap ça faisait t. Alors on va peut-être le voir naturellement, donc je vais garder a pour le moment. Le x qui est de l'autre côté, bah ça va devenir du pu. Du coup, juste ici, j'ai la dérivée d'une application linéaire. Donc en fait, la dérivée de pu', enfin, il n'y a rien de très méchant, c'est p fois juste u'. Ça me fait du APU. Et du coup, si je multiplie par P-1 à gauche, ceci, ça va me faire du U' qui fait du P-1 APU, c'est-à-dire que j'ai bien U' qui vaut T fois U. Pourquoi je parle de faire, à quoi ça me sert de trigonaliser et c'est quoi cette base de trigonalisation? Ça va me permettre de résoudre le système, c'est ce que tu disais, Hegel, le système de Cramer, c'est le système en U' maintenant. Mais pourquoi j'ai besoin de cette relation-là? Parce que maintenant, ici, j'ai besoin, moi, à la fin, non pas de me donner les solutions en U et V, j'ai besoin de donner les solutions en XY qui était mon problème de départ. Et, enfin, en U1 et U2, pardon, j'ai pas besoin des solutions en U1 et U2, j'ai besoin des solutions en XY qui était mon problème de départ. Et j'aurais besoin de cette relation-là. Et on va voir que du coup, cette relation-là, elle est dans le bon sens. Et que comme elle est dans le bon sens, ça va aller tout seul. Ok, donc ça c'est une première chose. On a fini l'algèbre linéaire. On n'a plus qu'à faire des équadifs. Donc maintenant, c'est quoi ce système? U' est égal à TU. Bah, c'est équivalent à dire que j'ai une équation U1' est égal à, bah, vu que la matrice c'est avec des coefficients 1, U1 plus U2. Et ici en dessous, j'ai une équation U2' qui est juste égale à U2. Alors, dans ces équations-là, si je les note 1 et 2, soyons clairs. Quelle est l'équation la plus simple là-dedans? J'espère que tout le monde la voit et est sûr de savoir c'est laquelle. 1. Ryan. Ouais, il n'y a qu'une seule variable dedans. Elle est forcément plus simple que l'autre. L'équation 2, c'est quand même l'équation U2 égale U'2 égale U2. On est d'accord que je ne vais pas passer 2 heures à résoudre cette équadif d'ordre 1 à coefficient constant, dont on sait que la solution, c'est l'exponentielle. Parce que la seule fonction dont sa dérivée, c'est elle-même, c'est l'exponentielle. Donc, cette équation-là implique que U2 de t, c'est c fois exponentielle de t, c appartenant à R. Ok. Maintenant, du coup, je peux regarder U1. Et là, on va avoir un tout petit peu plus de travail. Si je regarde l'équation 1 devient maintenant U1',
est égal à U1, mais je vais plus mettre U2 derrière. Je vais noter ça, C exponentielle de t. Donc ceci, je peux même la réécrire autrement. Ceci devient U1' moins U1 est égal à C exponentielle de t. Ceci, c'est juste une équadif d'ordre 1 avec second membre. Comment? Alors, c'est un peu lié au cours qu'on a fait hier, hein, après-midi. Comment je résous une équadif une équadif avec second membre? Quelconque maintenant. Julien? On résout l'équation homogène. On trouve une solution particulière. C'est notre cours d'hier. Qu'est-ce qu'on rajoute à ça de votre cours de première année? Je ne vous ai donné aucune méthode à l'heure actuelle, et il n'y en aura pas, sauf cas particulier, pour trouver une solution particulière. L'année dernière, vous avez vu une méthode pour trouver une solution particulière pour les équadifs de R dans R, d'ordre 1. Ça s'appelle la variation de la constante. Donc on va appliquer la variation de la constante pour trouver notre solution particulière. Mais ça a toujours être la même chose. On résout l'équation homogène, on trouve une solution particulière. Alors qui peut être guidé dans le sujet parfois, parce que vraiment on n'aura pas de méthode pour les solutions particulières, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est ça l'idée. Et vous en avez juste une dans votre cas du cours de première année. J'ai un autre cas qu'on va voir pour trouver des solutions particulières, mais c'est un seul. Et ce qu'on appelle la méthode de variation des constantes pour les équadifs d'ordre 2. C'est déjà tellement compliqué à l'ordre 2 qu'il n'y en a pas à l'ordre 3. Donc allons-y. Je vais appeler H l'équation U'1 moins U1 est égal à 0, qui est équivalent encore une fois à ce que U1' est égal à U1, ce qui implique que alors je vais plutôt dire que du coup U1H, la solution homogène de T, U1H de T, comme tout à l'heure, alors attention, il faut quand même avoir des lettres. Je vais peut-être appeler C1 la première constante, parce que là, la deuxième, je vais l'appeler C2. Puisque c'est encore la même équation différentielle, la solution homogène, c'est C2 de exponentielle de T. Ok, maintenant, je veux trouver ma solution particulière. Cherchons une solution particulière à 1. Comment ça marche la variation de la constante? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui... Personne ne se rappelle de la variation de la constante. Daouda? Ouais. Ouais, alors, c'est exact. L'idée est là. Les calculs sont lourds, donc il est bien pour gagner du temps de connaître la version raccourcie des calculs. C'est-à-dire vers quoi doivent tendre les calculs. Je vais refaire tous les calculs et vous dire c'est ça que vous devez obtenir. Alors, les calculs sont longs, donc c'est de la perte de temps de les refaire, mais ça a quand même un avantage de les refaire, c'est que si ça marche pas les calculs, c'est que votre solution homogène, elle est fausse. Donc ça permet de vérifier en même temps quand même que vous n'avez pas trouvé une fausse solution homogène. Donc, c'est quoi la méthode? C'est que maintenant, on va chercher ce que je vais appeler U1P de T. On va le noter C2 de T, enfin C2 de T, tiens, fois exponentielle T. Dans ce cas-là, ça implique quoi? Et on va injecter cette solution dans E. Injecter cela dans 1. Alors ici, c'est assez facile, vu que l'équation 1, elle est assez facile. L'équation 1, c'est U1' moins U1 égale C1 exponentielle T. Du coup, c'est équivalent, il faut que je dérive cette fonction-là. Du coup, dériver cette fonction-là, ça fait du C2' de T exponentielle T plus C2 de T exponentielle T moins la fonction C2 de T exponentielle T est égal à C1 exponentielle T. Et en fait, c'est ça qui se passe à chaque fois dans les calculs, c'est que si vous avez bien mené vos calculs, tous les termes en C2 de votre équation doivent se simplifier. Donc en fait, si vous avez regroupé tous les termes de l'équation homogène du même côté, ce que j'ai fait ici,
Le seul terme qui doit vous rester, c'est votre fonction ici, où vous avez juste dérivé ces deux primes. C'est toujours comme ça que ça doit marcher. Donc ça, c'est la version résumée. Pourquoi j'aime bien refaire le calcul à chaque fois? Il faut être rapide en calcul. Si vous êtes lent en calcul, vous apprenez la version résumée pour gagner du temps, parce que vous n'avez pas 2 heures pour résoudre ce genre de choses. Mais ça permet de vérifier que votre équation homogène, elle n'est pas fausse. Si les deux termes-là que j'ai barrés en rouge ne se simplifient pas, c'est que votre équation homogène, la résolution que vous avez eue de votre équation homogène est fausse. Vous avez fait une erreur de calcul, une erreur de signe moins, une erreur de quoi que ce soit. Donc maintenant, je sais quoi? Bah, je peux simplifier ça parce que je peux tout multiplier par 1 sur exponentielle t pour simplifier ça. Ça me fait C2' de t est égal à C1. Et ça implique tout simplement que C2 de t, la primitive de C2' de t, c'est une fonction C1 de t plus, je vais l'appeler plus C3. Alors, comme justement, je mets plus C3. Alors, j'en parle aussi, c'est votre cours de première année, je ne sais pas comment vous l'avez fait. Est-ce que j'ai besoin du plus C3? Et on peut en parler. Une primitive quelconque de C2', de l'équation C2' de t égale C1, c'est C1t plus C3. Ouais. Mais moi, je cherche à mon équation, je cherche une solution particulière. Ryan? Bah oui, je fais ce que je veux en fait. Alors, je vais en parler des deux différences. Je vais faire peut-être deux rédactions, mais c'est pour vous faire comprendre. Ici, le plus C3, je peux le mettre égal à 0, car je cherche une seule solution, enfin une solution particulière. Je ne cherche pas toutes les solutions. Si je cherche toutes les solutions, je garde le C3. Et en fait, en gardant le C3, je cache dans cette solution la solution homogène en fait. Du coup, au final, U1 de t, c'est U1H de t plus U1P de t, c'est-à-dire que c'est C1 exponentielle t, plus la solution particulière, c'était la solution avec du C de t, donc ça me fait du C1t exponentielle t. Donc en fait, ça me fait du C1 facteur de 1 plus t exponentielle t. Oui. Pourquoi c'était déjà un C2 là-haut? Ah non, c'est... Ah oui, c'était déjà un C2 pour l'équation homogène. Pardon, merci. Et c'est important parce que c'est pas le même C que le C1. Ouais, donc non, ouais. Donc ça se factorise pas. Pardon, merci Julien. Et du coup, alors, maintenant, je sais que mon vecteur U de t, c'était le vecteur U1 de t, U2 de t. Et c'était donc C2 exponentielle t plus C1t exponentielle t. Et en bas, on avait du C1 exponentielle t. Maintenant, c'est là où ma formule de changement de base sur les vecteurs va être utile. Je remonte juste et je redescends. Mon but n'était pas de trouver U, mon but était de trouver X. Et là, la formule de changement de base, elle est dans le bon sens, parce que X est égal à PU. J'ai pas besoin d'inverser P pour trouver X, en fait. À partir de ça, je peux en déduire que X de T, c'est P fois U de T. Donc c'était P, c'était la matrice 2, moins 1, 1, moins 1, que multiplie cette horreur là. Du coup, si je l'écris, si je fais le calcul, ça va me faire du 2C2 exponentielle t plus C1 fois 2t plus 1 exponentielle t. Et en deuxième coordonnée, j'ai 2 moins 1. Comme j'ai 2 moins 1, ça va me faire du moins C2 exponentielle t moins C1 facteur de 1 plus t exponentielle t.
Et voilà les solutions de ce système différentiel. Est-ce que ça va pour la méthode sur ces exercices? Ça va toujours être la même chose. Vous avez un système différentiel trop lourd à résoudre, on ne sait pas le faire. On essaye de diagonaliser la matrice. Si on n'y arrive pas, on va la trigonaliser. Dans la pire des univers, on va la trigonaliser dans C. Ça marchera toujours. On résout le système d'équations différentielles simple. Et une fois qu'on a résolu le système d'équations différentielles simple, bah, les formules de changement de base, en fait, nous assurent sans la moindre difficulté que la solution qu'on doit obtenir au final, bah, il n'y a pas besoin d'inverser la matrice de passage, en fait. Donc c'est rapide, ça va vite, et il y a juste un petit produit matriciel à faire pour finir. Faut qu'on en fasse d'autres. Alors je vais revenir sur le cours après, mais en fait, on va voir que le cours sert pas à grand chose. Parce qu'on a un cours théorique, enfin il sert d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique, quand on a à résoudre un système, c'est la diagonalisation de la matrice qui va faire. Enfin qui va faire effet. Et du coup, on n'a pas besoin de passer par les propriétés. Oui. Alors ça va pas toujours être la trigonisation de la diagonalisation parce que ce serait sinon trop rapide. Pardon? Les exos, ça va être vraiment plutôt de trigonisation. Bah ça dépend, si c'est juste un exo où le seul but c'est de faire un système, sûrement que ça va être de la trigonalisation. Si c'est une question au milieu d'un problème de concours, une application, un truc machin, ça peut être une application si vous avez trouvé des propriétés d'un certain type de matrice qui sont diagonalisables. Oh bah la matrice que je trouve, elle est dans le type du problème qu'il faut, donc elle a les problèmes de diagonalité, la seule chose c'est de vous faire appliquer. Donc ça dépend de un exo d'oral où il y a juste ça. Alors après, peut-être pas à CCNP avec un exo avant, mais par exemple, à Centrale, c'est plutôt vous arrivez au tableau et c'est des exos à froid. Si on vous propose ça, c'est soit parce que c'est un exo court et on veut que vous en fassiez un deuxième derrière, soit c'est que c'est un exo qui va utiliser de la trigonalisation. Vous ne pouvez pas le déduire forcément à l'avance, en fait. Oui. Quand on diagonalise ou trigonalise une matrice, quand on trouve ces espaces propres, on crée une matrice de passage, c'est de quelle base on fait une matrice? Parce que les espaces propres, ça fait des colonnes de matrice de passage. Oui. Et ça va de quelle base donc? Bah justement, alors je l'écris, mais c'est donc, imaginons ta base canonique, c'est E1EN, et ta base de vecteur propre, je l'appelle aussi la base V pour parler de vecteur propre, c'est la base V1VN. C'est la même chose qu'ici. Ce que tu remplis facilement, maintenant vous le comprenez mieux, ce que vous remplissiez facilement, tiens, par rapport à la question de Julien, tiens, je vais embêter quelqu'un d'autre. Pour être sûr que c'est clair ça. 4, 1, 2, 3, 4. Asma. La matrice qu'on remplit à chaque fois quand on diagonalise. C'est quoi en haut et quoi sur le côté ici avec mes notations? Si E1EN c'est la base canonique et si V1VN c'est les vecteurs propres. Bzzzt. Bah oui, tout à l'heure j'avais trouvé un vecteur propre qui était 2 moins 1 et ce que j'ai mis en colonne, j'ai mis la colonne 2 moins 1. Donc ce que je mets en colonne ici c'est V1, Vn. Et ici, je mets E1, En. Alors, c'est tordu. Là, je suis d'accord, c'est le côté tordu des matrices de passage, mais qu'il faut comprendre. C'est pour ça que j'essaye de vous l'expliquer avec une application. Il faut voir ça comme une application. Alors, comme on ne modifie pas le vecteur V1, je peux voir ça comme l'image de quelle application si je ne modifie pas le vecteur. La seule application qui modifie aucun vecteur, c'est l'application identité. Donc ça, maintenant, je peux le voir comme l'identité de V1 jusqu'à l'identité de Vn. Donc maintenant, ceci, ça devient la matrice de l'application identité partant de la base V, arrivant dans la base BC. Et là, c'est juste une histoire de notation, c'est ce qu'on note, la matrice de passage de BC vers V. Il y a une notation inversée quelque part dans ces notations, enfin, il n'y a pas le choix. Les matrices de passage sont construites à l'envers, entre guillemets.
J'avais déjà fait beaucoup de rappels là-dessus au moment de la diagonalisation. Il faut en refaire. Mais depuis, je vous ai vu faire, hein, depuis la diagonalisation, vous mettez tout sous le tapis, hein. Oh, je sais comment je rentre IP, j'écris P-1 à P. Vous avez appris par cœur la relation. Et une fois qu'on arrive sur une relation un peu à part ou qu'on veut faire un truc, il n'y a plus personne. Il n'y a pas le choix, hein. Il faut savoir le faire. Il faut savoir manipuler ces choses d'un point de vue théorique si le problème... Alors, on peut le faire naturellement. Par exemple, quand on fait des racines carrées de matrice, on n'a pas besoin vraiment de la relation sur les vecteurs comme je vous l'ai refaite là aujourd'hui. Mais là, pour les systèmes différentiels, il n'y a pas trop le choix, quoi. Sinon, vous comprenez pas comment... Vous allez savoir me résoudre le système dans la bonne base et vous n'allez pas dire, mais comment je retrouve la base de départ? Et il n'y a pas de matrice à inverser, il n'y a pas de calcul lourd. Faut comprendre vos formules de changement de base dans le bon sens. Je vais en refaire un autre. On va attaquer un exo avant que je vous parle du cours. Alors j'en ai mis plusieurs. Je vais plutôt faire le 33. Parce que je suis sûr de comment je vais faire la première. Tiens, et je vais pouvoir engueuler Nicolas au passage. Pourquoi je vais engueuler Nicolas? La première matrice, elle te parle pas, Nicolas? Je t'ai rendu un DS hier. Il y avait une matrice à diagonaliser dans ton sujet. C'était la première matrice qu'il avait là. Et moi, je vais la diagonaliser comme un prof de maths à la vitesse de l'éclair. Parce que vous savez tous quelque chose. C'est quoi A? Comment vous pouvez me réécrire A? Ahmed? C'est J plus 2i. Non, c'est J plus I. C'est la matrice J qui ne contient que des 1 plus I. On sait diagonaliser J. I est diagonale dans toutes les bases. On sait diagonaliser cette matrice en 2,2. Et on passe pas par un polynôme caractéristique qui est faux en plus dans les calculs. Voilà pourquoi je pouvais engueuler Nicolas. Alors non, mais le polynôme caractéristique marchait, il fallait juste faire des calculs corrects. Mais c'est long un polynôme caractéristique, c'est technique, ça mène à des erreurs. Ça, c'est pour vous normalement rassurant et ça va plus vite. Donc je vais pouvoir mettre que J, c'est la matrice 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, qui est de rang 1, car toutes les colonnes sont proportionnelles. Alors je vous ai pas encore rendu l'interro, vu que j'ai pas encore rentré mes notes du second semestre pour le moment. J'ai enlevé un point sur l'interro à tous ceux qui m'ont pas mis que la matrice était de rang 1 parce que ces colonnes sont proportionnelles. Il manque un point de détail. Alors c'est parce que je mets l'interro sur 20, alors forcément... Non, je l'ai mis sur 10. C'est vraiment dur de mettre un truc aussi court sur 20. Faut vraiment... Donc je l'ai mis sur 10. Ça sera multiplié par 2 pour faire une note sur 20. En fait, ça change pas grand-chose, mais... La matrice nulle, elle n'a pas toutes ses colonnes proportionnelles. Pourtant, elle n'est pas de rang 1. Voilà, il faut juste dire quelque part. Alors de le dire d'une façon, il y a une colonne non nulle, il y a un élément non nul, il y a... Enfin, voilà. J'ai mis et non nul. Ces colonnes sont proportionnelles, elles sont non nulles. J'assure que là, c'est pas la matrice nulle. Donc là, par contre, c'est sûr et certain, c'est une matrice de rang 1. J, elle est de rang 1. Du coup, ça implique que... pardon, pas quart de J, mais dîme de quart de J. Dîme de quart de J est égal à 2 par théorème du rang. Oui, j'ai besoin que vous m'indiquiez que vous utilisez le théorème du rang pour me donner la dimension du quart de J. Ah, ça valait un point aussi, ça. Alors, je fais une phrase, mais qui n'est pas pour le moment nécessaire ici. Et donc, 0 et valeur propre d'ordre au moins 2. Je vais mettre, notons, lambda 1 égale lambda 2 égale 0 et lambda 3, les valeurs propres de J. On a alors trace de J qui est égale à 3, qui est égale à lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, qui est égal à lambda 3. Ce qui implique que lambda 3 est égal à 3.
Et donc, 3 est une valeur propre simple de J. Je peux le mettre tout de suite, ce qui assure que 0 est valeur propre d'ordre 2 exactement. Donc J est diagonalisable. Oui, je pouvais le dire avant parce qu'elle est symétrique réelle, etc. Mais elle est diagonalisable et il existe P tel que P-1 JP est égal à 0, 0, 3. Alors attention, comme je veux résoudre un système différentiel ici, j'ai besoin de la matrice P. Alors, on peut en parler. Là, par contre, je me permets de ne pas le faire, de pas trop de temps à retrouver la matrice P. Je voulais vous rendre compte des subtilités de rédaction des arguments pour la diagonalisation de J, mais il n'y a pas de subtilité de rédaction pour les arguments de P. Pour les colonnes de P, il n'y a pas le choix. Il faut savoir trouver, encore une fois, si je note ça C1, C2, C3, je peux dire que j'ai C1 moins C2 qui est égal à C1 moins C3 qui fait 0. Du coup, je peux dire que ma matrice P, c'est la matrice... Je vais mettre à refaire, enfin à détailler. Sur une copie, il faudrait le détailler, mais ma matrice, ça va être la matrice 1, moins 1, 0, 1, 0, moins 1. Et c'est ça qu'il faut un peu apprendre. Je suis désolé pour la matrice J, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Quand on a une matrice de rang 1, donc 0 est valeur propre d'ordre au moins n-1, comment on trouve en fait le dernier vecteur propre? Il n'y a pas trop le choix, puisque tout s'envoie sur 0 quasiment. Le dernier vecteur propre est forcément dans l'image de la matrice. Et si on a un vecteur de l'image, c'est un vecteur qui est en colonne dans la matrice. Et comme toutes les colonnes sont proportionnelles, en fait, c'est n'importe quelle colonne qui marche. Du coup, ici, pour la matrice J, un vecteur qui est dans l'image et qui donc va être un vecteur propre pour la valeur propre 3, c'est la colonne 1, 1, 1. C'est pas du cours, c'est pas au programme cette idée-là, mais c'est sûr qu'une matrice de rang 1, son vecteur propre associé à sa valeur propre en gros non nulle, si elle existe, sa valeur propre non nulle, c'est un vecteur de l'image. Parce qu'il n'y a plus le choix. Oui. Pour la relation C1 moins C2 égale C1 moins. C3 égale 0. Oui, enfin, pourquoi on a le droit de directement mettre. Pourquoi c'est vrai pourquoi ça vérifie ça? Pourquoi c'est vrai que C1 moins C2 ça fait 0? Genre, pourquoi on a le droit de. Si cette relation est vraie, on peut directement faire une matrice comme ça. Oui, matrice P. Est-ce que quelqu'un a une explication pour Ahmed? Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, je vais le refaire, mais c'est juste pour savoir si quelqu'un d'autre a l'explication. J'aimerais bien que quelqu'un l'ait. Julien? Ça, c'est le suspace propre. En fait, on sait que le suspace propre est de rang 2, il est pour deux relations. Non, je pense. Alors, au moins que je comprends pas ta question, Ahmed. Ta question, c'est plutôt comment, à partir de la relation, je retrouve ça, non? Là, c'est le vecteur qui génère le suspace propre. Mais comment, à partir de C1 moins C2 égale 0, tu trouves 1 moins 1, 0? Parce que c'est le. C'est pas la réponse, ça. En fait, c'est 0, c'est l'équerre de J, donc l'équerre de J, donc 0, quoi. L'équerre de J, c'est l'équerre de J. Je pense pas que c'est la question d'Ahmed. Enfin, si je comprends bien ta question, Ahmed, la question c'est comment, partant de la relation C1 moins C2 égale 0, vous trouvez la colonne 1 moins 1, 0. Clément. Moi je vois, on prend. En fait, on retourne un peu la matrice, donc il va y avoir C1, ça va être la première valeur, la deuxième, c'est 3, la troisième dans le vecteur. Et donc, si on fait le calcul et qu'on prend uniquement les coefficients multiplicateurs des colonnes pour le calcul, on aura 1 fois C1 moins 1 fois C2 est égal à 0. Ça, c'est le bidouillage qui marche. Il est complètement correct, tu as ça en tête, ça marchera à chaque fois. C'est pas l'explication mathématique. Égé? Si on multiplie matrice J par vecteur 1, moins 1, 0, en fait, d'abord on fait fois 1, puis moins 1, puis 0. Donc ça revient à multiplier la première colonne par 1, deuxième colonne par 2, qui en fait c'est 1 moins C2. L'explication mathématique, elle est là. Ça fait quoi? C'est ce que tu m'as dit à l'oral, mais dans le cas particulier, mais de façon générale. Si je vous donne une matrice qui a 3 colonnes
et que vous devez la multiplier par un vecteur qui a 3 coordonnées, comment vous faites le calcul? Vous faites le calcul en faisant x fois C1 plus y fois C2 plus z fois C3. Donc la relation C1 moins C2 est égale à 0. Je la vois comme la relation 1C1 moins 1C2 plus 0C3 est égal à 0. Ce qui revient à ce calcul-là, ce qui me donne mes valeurs de x, y, z. Ok? Bon. J'ai enfin ce que je veux. J'ai ma matrice P qui fait que P-1 JP, ça fait 0, 0, 3. Et du coup, ma matrice A du début du sujet, donc A, je vais pouvoir l'écrire. Donc, pardon, c'est pas A que je vais regarder. Donc, P-1 AP, ça va me faire du P-A, du P-1, pardon, J plus I fois P. Si je développe ça, ça va me faire du P-1 JP plus I. I va se simplifier tout de suite. Ça fait que je dois ajouter la matrice 0, 0, 3 à la matrice 1, 1, 1, 1. Et du coup, mes valeurs propres de cet endomorphisme, c'est 1, 1 et 4 au final. Alors, j'ai préféré faire ça plutôt que de refaire un polynôme caractéristique. Un polynôme caractéristique, je vais devoir le faire sur toutes les autres matrices. Donc, c'était plutôt pour changer de méthode. Mais vous pouvez diagonaliser les matrices avec en gros, ce qu'on appelle, c'est pas les matrices circulantes, là, j'ai plus leur nom. Les matrices qui sont de la forme AAA et des B partout ailleurs, sans jamais passer par le polynôme caractéristique, en fait. Juste en passant par la matrice J. Oui. Je sais pas pourquoi on a dans un tout autour de J. De la deuxième ligne de notre. Ben non, j'ai fait le calcul là-haut. J'ai pas enlevé le P-1P. J, P-1PJ, c'est la matrice avec 0, 0, 3. J, c'était la matrice avec que des 1. Oui, là, il n'y avait pas d'explication, c'était juste une égalité. Ok. Bon, bah, j'ai ma matrice de diagonalisation. Notre but, c'est de résoudre le système, je l'ai mis là-haut. Notre but, c'est de résoudre le système x' égale à x, où A, c'est la matrice qui est là. Bon, bah maintenant, je vais poser, justement, alors, c'est là où vous voyez, regardez. C'est pour ça aussi que j'ai insisté sur mes formules de changement de base tout à l'heure. Vous avez un exo où on va vous demander x' est égal à x. Vous allez dire clairement à l'examinateur, je vais chercher à diagonaliser la matrice, vous le faites. Ok, voilà, vous venez de diagonaliser la matrice. Vous faites quoi maintenant? Bah maintenant, il vous faut des variables et des lettres et vous devez poser des choses et expliquer ce que vous faites. C'est-à-dire que là, j'ai pas le choix, je vais poser y de t. Alors, je vais poser x de t qui est égal à p fois y de t, parce que je connais mes formules de changement de base et qu'elles s'écrivent dans ce sens-là. Ou alors, je vais lui dire, mais c'est tout aussi correct, je vais poser y de t qui vaut p-1 x de t. Alors, je refais pas le petit calcul que j'ai fait au-dessus. Pour moi, vous n'avez pas à le faire à chaque fois. Enfin, je peux le refaire. Je vais le refaire peut-être une deuxième fois, mais je le referai plus après. Alors, je peux écrire que x' est égal à x. C'est équivalent à py' est égal à apy. C'est équivalent à dire que y' est égal à p-1 ap y. C'est équivalent à dire que y' est égal à la matrice 1, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0 fois y. Alors cela, je vais mettre notons y de t qui vaut y1, y2, y3. La relation qui est là est équivalente au système ultra compliqué à résoudre. y'1 est égal à y1, y'2 est égal à y2, et y'3 est égal à y3. Non, il y a un 4, quand même. La dernière, c'est
Ce qui implique instantanément pour les deux premières que y1 de t, c'est c1 fois exponentielle t. y2 de t, ça va être une autre constante, c2 fois exponentielle t. Et c'est pas beaucoup plus dur. C'est quoi la solution de y'3 égale 4y3? C'est pas pile l'exponentielle. J'ai multiplié par 4 en dérivant. Quelle exponentielle, attention, c'est une question très difficile, quelle exponentielle permet de multiplier par 4 en dérivant? Égé? Ouais. Donc ça va être un C3 exponentielle de 4t. Pas besoin d'aller plus loin. Si elles sont un coefficient constant d'ordre 1, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que c'est une exponentielle. Il faut juste trouver le bon lambda t à mettre, le bon lambda à mettre devant ça. Donc maintenant que j'ai y1, y2, y3, je peux en déduire que donc x de t, c'est py de t, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, ça devient la matrice P, j'avais dit 1, moins 1, 0, 1, 0, moins 1, 1, 1, 1, facteur de y1, y2, y3 de t. Ce qui me fait C1 plus C2 exponentielle t plus C3 exponentielle 4t moins C1 exponentielle t plus C3 exponentielle 4t moins C2 exponentielle t plus C3 exponentielle 4t. J'ai juste fait mon produit matriciel. Il n'y a rien de plus que ça. Donc oui, dans le cas diagonal, alors dans le cas diagonale réelle, ces exos de système différentiel, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus dur au monde. Hein. Diagonale réelle, matrice constante, vous allez tomber sur des équations qui se résolvent en exponentielle lambda t. Il faut juste trouver lambda, c'est le coefficient que vous avez. En gros, c'est la valeur propre. Il n'y a rien de plus que ça. Maintenant, il y a les autres cas. Il y a la trigonalisation. On a déjà fait un cas de trigonalisation, mais sur une matrice 2-2. On peut tomber sur de la trigonalisation en matrice 3-3. Et on peut tomber aussi sur de la diagonalisation dans C et de la trigonalisation dans C. C'est le pire des cas. Je vais peut-être continuer là-dessus plus tard parce que je pense que d'un point de vue théorique, vous avez compris ce qui va se passer. Même s'il faut qu'on fasse des calculs dans C, il n'y a pas le choix. On va en faire. Mais d'un point de vue théorique, à part le fait de dire je vais trouver des solutions dans C, je vais les renvoyer dans R, ce que vous avez déjà fait et ce qu'on va faire, il n'y a rien de plus que ça. Je veux revenir maintenant sur le cours pour vous faire comprendre qu'en fait déjà il n'y a pas de cours. Enfin, il y a un cours, mais il ne sert pas à grand-chose. D'un point de vue pratique. Il a le mérite d'exister d'un point de vue théorique, et c'est utile. Si on vous demande l'existence d'une solution, bah, vous dites, je pose ça, j'injecte dans mon calcul, oh ça marche, j'ai une solution. C'est un peu ça que ça a le mérite de faire. Mais c'est tout. Et je vais peut-être avancer aussi un peu sur le reste du cours pour qu'on ait le temps de faire des équations différentielles à coefficients non constants. Des rappels et des nouveautés. Alors, hop. Les deux résultats que je vous ai pas parlé hier, enfin j'en ai parlé mais à une vitesse hallucinante. Enfin, on va juste écrire ça. Oh, mince. Donc par rapport à notre chapitre général, je peux passer... vous avez fini de noter, c'est bon? Oui. Donc par rapport à notre chapitre général, ce qui change dans ce qu'on va faire là et ce qu'on a fait aujourd'hui et ce qui va être le cas de 99% de vos systèmes différentiels, c'est que si on travaille avec un système à coefficient constant, en gros la matrice qui est là, A, va être fixe. Et même souvent il va être homogène en fait, on verra, mais souvent il va être homogène ce système. Mais la matrice A est fixe. En fait, dans ce cas-là, on connaît la solution du problème de Cauchy. La solution du problème de Cauchy, c'est la fonction x de t, c'est l'exponentielle
de t moins t0 fois a fois le vecteur x0, si on met la condition qui est là pour la condition de Cauchy. C'est vrai. Si je vous ai fait la preuve, bah, je pose ma solution, je la dérive et je vais montrer que ça marche. Enfin, c'est très bête, mais maintenant que j'ai la solution, pour prouver que c'est une solution, j'ai juste qu'à injecter dans l'équation et voir que ça marche. Pourquoi ça sert pas à grand chose? Bah, comment vous allez me calculer l'exponentielle d'une matrice? On l'a déjà vu comment calculer l'exponentielle d'une matrice, mais comment on va faire? Égé? Soit trigonalisé, soit organisé. Donc, passer par la formule avec l'exponentielle et calculer l'exponentielle de la matrice revient, la grosse complexité, le gros truc de calcul de travail à faire, c'est diagonaliser ou trigonaliser. Donc, autant résoudre le système directement, comme je vous l'ai montré. Il n'y a pas besoin de passer par la formule de l'exponentielle d'un point de vue pratique. Voilà, ça c'est ce point de cours-là. Et ça, c'est ce qu'on a vu. Mais on le voit aussi d'un point de vue pratique, mais on peut l'écrire d'un point de vue théorique. Si vous regardez ce qui se passe, je remonte dans mon exo que je viens de faire. Ce que j'ai fait, en fait, d'une certaine façon, tiens, bah, je vais rajouter une ligne à cet exo. Je vais le rajouter comme ça. Si je regroupe autrement en fonction de C1, C2, C3, mon truc, en fait, je peux écrire que cette solution, c'est C1 exponentielle de t fois 1 moins 1, 0, plus C2 exponentielle de t fois 1, 0, moins 1, plus C3 exponentielle de t fois, exponentielle 4t, pardon, fois 1, 1. Ce calcul matriciel, c'est exactement la même chose. Bah tiens, en plus, j'ai été bête à mettre, j'aurais dû l'écrire comme ça pour te refaire réexpliquer la même chose qu'on a expliqué juste avant. Comment je fais pour multiplier une matrice en colonne par un vecteur colonne? J'applique chacun des coefficients à chacune des colonnes, en fait. C'est la même idée que ce que tu m'as demandé de réexpliquer tout à l'heure. Bah, si vous ça, comment ça se lit? Bah, ça, c'est, en gros, c'est exponentiel. Et je vous l'ai dit, comment on va résoudre les équadifs quand c'est diagonal? Bah, c'est juste que ce qu'il y a dans les exponentielles, ce sont les valeurs propres, en fait. Du coup, c'est le deuxième point de cours, mais qui se fait naturellement quand vous résolvez votre système différentiel, c'est de dire que si la matrice A est diagonalisable, pardon, c'était là plus bas, si la matrice A est diagonalisable, et si V1, Vn, c'est une base de vecteurs propres, donc c'est les colonnes de votre matrice de passage, bah, chaque fonction qui est de la forme exponentielle de lambda k, où lambda k, c'est je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, c'est la valeur propre associée au vecteur propre lambda k, bah, ceci, si je prends toutes les fonctions phi de k, ça me fait une base des solutions de l'espace homogène. Oui, mes solutions d'espace homogène, c'était une constante C1 fois ma première exponentielle de valeur propre fois le premier vecteur propre. C'est C2 qui est le deuxième coefficient de combinaison linéaire, donc une solution quelconque, c'est bien une combinaison linéaire de toutes ces solutions-là. Mais vous allez tomber dessus naturellement en résolvant les matrices. Hein, donc ça existe aussi de façon théorique, c'est logique, mais vous allez tomber dessus naturellement. Ok, voilà pour ce paragraphe, il n'y a rien de plus. Alors, je reviens sur le cours théorique. Et je vous dis, une équadif, c'est de la forme, on l'a vu, x' est égal à a de t point x plus b de t. Et on a vu, notre cours, il est très bête. Il dit, les solutions de l'équation homogène, enfin, je mets son, mais c'est forme, si je suis plus correct, forme un EV de dimension dim2, où dim2 c'est la taille de l'espace ambiant. Si on est avec des vecteurs de taille 4, ça me dit juste que l'espace de mes solutions homogènes, c'est un espace de taille 4. Et je sais juste que si je trouve une solution particulière, alors une solution de l'équation, j'appelle D, l'équation différentielle avec le second membre, celle qui est là-haut, bah c'est une solution particulière que j'appelle xp, bah c'est x de t est égal à xp de t plus xh de t, la solution homogène.
Votre cours d'équadif, de façon générale, il dit rien de plus que ça. On ne sait rien faire de plus que ça. Et c'est tout le problème. Est-ce qu'on sait trouver des solutions particulières? Alors, l'année dernière, vous avez vu juste la méthode pour trouver des solutions particulières d'une équadif d'ordre 1 réel, c'est la méthode de variation des constantes. Elle marche tout le temps, ça marche. En dehors de ça, officiellement, si j'oublie ce qu'on a fait pour le moment en deuxième année, vous n'avez pas de méthode pour trouver une solution particulière. Et il n'y en existe pas de façon générale. Si quelqu'un invente en maths une méthode pour trouver les solutions particulières de toutes les équadifs, il y a des voitures qui volent dans 2 jours. Enfin, j'exagère, mais on est à peu près à ce niveau-là de si c'était possible et si on savait résoudre ça. En même temps, non, il n'y aurait pas de voitures qui volent dans 2 jours parce qu'on est capable de casser tous les marchés financiers quasiment en 10 secondes. Donc non, du coup, il n'y a plus d'argent et enfin voilà, ça marche pas. Mais l'idée est que vraiment savoir résoudre des équations. Alors, je dis des équations différentielles, mais c'est plutôt des EDP. C'est des trucs encore un peu plus compliqués, mais c'est des équations différentielles. Ça, on pourrait changer beaucoup de choses vraiment d'un point de vue scientifique. Mais on peut pas. Et à la limite, je me demande même si on peut pas arriver à prouver qu'on peut pas. Enfin, je sais pas comment dire. Que peut pas trouver une méthode qui marchera à chaque fois. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir des cas particuliers où on sait faire des solutions particulières. Premier cas qu'on a en fait déjà vu cette année. Je vous donne une équation différentielle horrible, mais je vous demande, trouvez-moi une solution développable en série entière. Parfois, ça marche. On est capable de résoudre la suite. Si on est capable de résoudre la suite, on est capable de trouver une solution à l'équation différentielle. C'est la méthode la plus générale pour trouver une solution particulière d'équation différentielle. On va voir que dans un cas particulier, l'année dernière, par exemple, vous n'avez vu des solutions d'équations différentielles avec second membre que dans un cas particulier. Si le second membre était sous forme exponentielle, vous étiez capable de trouver des solutions ou des choses comme ça. Nous, là, on va pousser un peu plus loin ça. On va expliquer ce que c'est que la méthode de variation des constantes, qui permet, quand on a une équation différentielle d'ordre 2, de savoir tout le temps résoudre, quel que soit le second membre derrière. Voilà. C'est les seules choses qu'on va être capable de faire pour trouver des solutions particulières. Sinon, on n'est pas capable de le faire. Dernière chose, trouver des solutions du système homogène quand la matrice n'est pas constante, on n'a pas de méthode non plus. Du coup, comme on n'a pas de méthode, il y a des problèmes qui peuvent en parler avec des conditions particulières. Si la matrice A, elle a telle tête, s'il se passe telle chose, enfin... Il y a des problèmes, notamment, je sais qu'il y a quelques temps à Centrale, ils aimaient bien ça, donner une matrice qui dépend du temps, mais très particulière, et faire un problème pour dire, je vais apprendre à la diagonaliser, cette matrice, ou à la trigonaliser, faire des trucs, et après, je peux résoudre des systèmes différentiels avec ça. Mais donc, on ne va voir maintenant que des cas particuliers pour trouver des méthodes et des solutions particulières. Alors, ça, plus autre chose qu'il faut quand même que je vous explique, qui est un peu technique, mais qui est malin, une quantité particulière qui va s'appeler le Wronskien. Et alors, le Wronskien, c'est un truc très tordu. Le Wronskien, c'est, je vous ai dit, si les coefficients dépendent du temps, je ne sais pas trouver de solution à mon système homogène. Et c'est vrai, je ne sais pas en trouver. Par contre, il y a un truc tordu, c'est que si je sais en trouver une, je sais en trouver d'autres. C'est-à-dire que si je sais trouver une solution du système homogène, en cherchant en gros une famille libre avec la première solution de mon système homogène, je suis capable de trouver d'autres solutions à partir de ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle le principe du Wronskien, et c'est ce qui permet de faire plein d'exos, là très calculatoires, très longs, sur ce thème-là. Donc je veux juste qu'on l'ait vu, comme ça je pourrais préparer mon TD pour mardi prochain sereinement avec, je sais qu'on a déjà vu tous les points de cours, même si on va continuer à faire des exos la semaine prochaine. Mais au moins d'un point de vue court, ça aura été vu. Et même demain matin, je continuerai à faire des exercices là-dessus. Alors, quand je vous ai dit, à partir de certaines solutions, on va être capable d'en trouver d'autres, avec le Wronskien, oui. On va quand même se limiter, et ce que j'ai fait aussi avec les équadifs, avec les solutions développables en série entière, en fait, toutes les équations que je vous avais données étaient des équations d'ordre 2. On pourrait faire plus, mais la complexité de calcul devient littéralement ingérable à la main. Un ordi peut faire, nous non. Ou alors si, mais il faut 4 heures d'une question de calcul, quoi. Donc c'est pas très intéressant.
Du coup, on va se limiter quand même dans le programme, mais je vous assure que la méthode est générale, entre guillemets, aux équadifs d'ordre 2. Hop. Donc là, j'ai envie de dire que la restriction, c'est vraiment uniquement parce que c'est la complexité de calcul d'un point de vue calculatoire. Donc maintenant, on va écrire notre équadif sous cette forme-là. X seconde de E, c'est ceci. C'est les mêmes notations qu'avant. J'ai besoin que ceci, enfin ceci, c'est ce que je vais appeler l'équation homogène, si j'enlève le B de t. Et on va essayer de résoudre ça pour un problème de Cauchy. Alors oui, alors attention. Ici, si je veux l'écrire avec mes notations d'avance, qui jouerait le rôle de mon grand X de t encore une fois, ce serait mon vecteur X de t, X' de t. Dans ce cas-là, j'aurais X' de t qui serait égal à la matrice qui serait la matrice, ce qui est dans mon truc théorique, la matrice A de t, ce qui serait la matrice 0, 1, et ici j'aurais du, c'est en x et x', donc j'aurais du A0 de t, A1 de t, fois x de t, plus b de t. C'est ça la version théorique de ce système-là que j'ai réécrit derrière. Si c'est ça la version théorique, résoudre le problème de Cauchy, je vous rappelle que c'est en résolvant pour une quantité AT0 fixée un vecteur grand X0. Sauf qu'un vecteur grand X0, pour moi, c'est un vecteur qui s'écrit X de T0, X' de T0. Donc ça, je vous l'avais déjà rappelé hier, mais se donner un problème de Cauchy pour une équadif d'ordre 2, c'est ce que vous faisiez l'année dernière, c'est se donner en un instant donné la valeur de la fonction et la valeur de sa dérivée. Ah. Ouais. Et ouais, il est là. J'avais un message. Je pense qu'on m'a décalé la colle. Parce que comme me dit dans les sites sortantes, on va décaler la colle. J'ai commencé de classe ce soir. Donc, Ok. Bon, de toute façon, j'ai envoyé un mail. j'ai vu le mail, j'ai dit que j'ai pas eu le temps de le lire, mais qu'il y avait un mail et qu'on allait décaler la colle, mais comme tu m'en as déjà parlé un petit peu hier, je m'en doutais. Ouais. Voilà. Voilà. Moi, c'est pas ce que je viens de dire. Ouais, comme ça c'est fait, c'est vu. Donc, tu creuses des dates, j'entends votre. Enfin, je pense plutôt le 10 février, peut-être 14h. Je pense que c'est peut-être mieux. De toute façon, il y a le temps, hein. Ces notes ne compteront pas au premier semestre, hein. Enfin, Oui. donc, Bon, allez, je ferai ça. ouais. Bon courage. Ouais. Euh, Donc on va résoudre ça, et ce que j'ai oublié de remettre ici, alors je l'ai peut-être remis juste après, mais ce que j'ai oublié de remettre ici, et qui est super important parce que je vais l'écrire à chaque fois, ça nécessite, parce que pour être dans ma théorie, ça nécessitait que cette fonction-là soit continue. Vu qu'on est encore une fois en dimension finie et que la continuité, c'est la continuité coordonnée par coordonnée, j'ai besoin pour pouvoir résoudre ce problème que les fonctions A0 de t et A1 de t, enfin les fonctions A0, A1, soient toutes les deux continues, là où je vais les regarder. C'est-à-dire que je ne peux résoudre des équadifs que sur un intervalle où ces fonctions sont continues. Si je mets un racine de t quelque part, je ne pourrais résoudre l'équadif que sur 0 plus l'infini. Si je mets une fonction arcsine dans mes coefficients, je pourrais la résoudre que sur moins 1. Enfin, c'est juste ça. Ce qui est logique, hein, mais vu que ça n'existe pas ailleurs. Mais c'est juste pour en parler. Ok. Donc je vous le dis, ces équadifs, on ne sait pas les résoudre. Je ne sais ni trouver une solution de l'équation homogène, ni trouver une solution particulière de façon générale. Alors par contre, je peux vous parler de ce que va être le Wronskien, sa définition et surtout ses propriétés. Alors une première propriété qui n'est pas capitale, mais enfin si, qui est juste logique. Même pas, non, elle n'est pas capitale, elle est juste super logique. Ce qu'on va appeler le Wronskien d'un couple de solutions homogènes, mais on pourrait faire un Wronskien de taille n, s'il y avait n solutions et si on était en dimension n, c'est que si φ1 et φ2 sont deux solutions de l'équation homogène, ce que je vais appeler le Wronskien de ces deux solutions, c'est l'application déterminant de φ1 de t, φ1' de t, φ2 de t, φ2' de t. Ça mesure quoi, du coup, le Wronskien ?
Ça mesure quoi un déterminant, tiens? Julien? Ça veut dire le fait de faire inversement. Non. Alors je vais vous poser une autre question qui a rien à voir, mais c'est pour vous demander, ça mesure quoi un produit scalaire? Un produit scalaire, ça mesure si des vecteurs sont orthogonaux ou pas. Je suis d'accord avec vous. Ça mesure quoi un déterminant? Ok? L'orthogonalité des vecteurs colonnes, les uns par rapport aux autres. Ah bah non, ce serait un produit scalaire, sinon ce serait pas un déterminant. Justement. Non. Un déterminant, ça ne mesure pas, absolument pas, l'orthogonalité des colonnes. Ahmed? Distance. Non, c'est plutôt en plus un produit scalaire qu'on relie à une distance, pas un déterminant. Quand est-ce qu'un déterminant est nul? Si je réfléchis sur ces colonnes, justement. Vous n'avez pas le droit de tout oublier. Égé? Plutôt la collinéarité. Oui! Un déterminant est nul si les deux colonnes sont proportionnelles. Si la famille est liée. Tu me parlais d'inversibilité. C'est un peu la même idée. Si ça mesure l'inversibilité, quand c'est pas inversible, c'est que c'est collinaire. Enfin, là, comme il n'y a que deux colonnes. Du coup, que mesure le Wronskien? Il mesure la collinéarité des deux solutions que je regarde. Si je regarde deux solutions, phi1, phi2. Du coup, si mon Wronskien est non nul, mes deux solutions sont jamais collinaires. C'est des solutions indépendantes. Donc en fait, quand on cherche un Wronskien non nul, c'est pour ça que si j'ai une première solution phi1 que je connais, je peux trouver la solution phi2 qui lui sera non collinaire. C'est un peu à ça que va servir le Wronskien. Et c'est pour ça c'est un bon outil. C'est si je connais une solution phi1, si j'arrive à trouver un moyen, et on va voir un moyen derrière, j'ai pas encore expliqué la propriété, de calculer le Wronskien, je pourrais trouver phi2 à partir de ça. Oui. Si on trouvait le Wronskien, c'était la solution. C'est la fonction. C'est le. C'est le déterminant. C'est le déterminant des deux solutions entre elles. Pour tout D ou pour un T en particulier. Ah, c'est pour tout T. Pour tout T où on peut définir les solutions. Sur le même intervalle I, entre guillemets. Quand on veut qu'il soit nul, c'est pour tout T. Ah non, s'il est nul, c'est qu'on n'a pas trouvé de nouvelle solution. Vu que l'autre, elle est tout le temps collinaire à la même. C'est les mêmes fonctions, du coup. Maintenant, justement, parlons de la propriété qui est juste en dessous et qui est assez marrant. Si je prends, du coup, puisque je regarde une équative d'ordre 2, je sais que ma base de solution est de dimension 2. Si justement, je vais avoir une base de mon espace homogène si à un moment donné, le Wronskien est non nul. Pourquoi? C'est mon principe que je vous ai expliqué hier. Deux solutions d'équadif ne peuvent jamais se croiser. Si à un moment mon Wronskien est nul, c'est que mes deux solutions sont collinaires. En gros, j'exagère, j'ai le même point au départ et j'ai le même vecteur dérivé. Ou alors ils sont collinaires, mais ça fait le même vecteur dans l'espace R2 que je regarde. Bah alors, si en un point c'est non nul, bah ça va être, enfin si en un point c'est nul, ça va être nul quel que soit le point. Parce que la seule solution, du coup, c'est par unicité du problème de Cauchy, c'est la solution nulle qui va marcher. Donc ça, c'est plutôt ce qui justifie l'équivalence qui est là. Et du coup, l'autre idée, c'est l'idée de collinéarité, c'est que si on a une base de solution, les deux fonctions sont non collinaires. Donc forcément, leur déterminant doit être non nul. C'est ça la preuve, hein. Je peux vous lire la preuve, mais l'idée de la preuve, c'est exactement le principe. Ah non, je l'ai écrit avec un isomorphisme, pardon. C'est juste que, bah, encore une fois, c'est le même isomorphisme que hier. C'est l'unicité du problème de Cauchy. S'il y a une fonction, je prends phi de t0, phi prime de t0 pour une solution phi donnée, bah ça, c'est une base de... Enfin, c'est un isomorphisme, et comme c'est un isomorphisme, je peux trouver mes bases par les images et par les antécédents. Alors ça, c'est plutôt le truc important. Et il faut retenir, quoi? Je vais pas vous mentir, moi j'arrive pas à la retenir cette équation. Donc, je vais vous expliquer ce que moi je retiens. Je sais ce que c'est qu'un Wronskien. C'est-à-dire que ça, j'ai pas le choix. J'ai besoin de connaître cette définition. Sinon, je peux pas savoir utiliser mon Wronskien. En fait, pourquoi le Wronskien va nous permettre de trouver une deuxième solution? Parce qu'on est capable de trouver une équadif qui est une équadif
d'ordre 1 sur R. Donc c'est une équadif qu'on sait parfaitement résoudre, c'est votre cours de première année. On peut trouver une équadif à chaque fois sur le Wronskien. Comme on est capable de trouver une équadif sur le Wronskien, on sait toujours trouver le Wronskien. Et d'où vient cette équadif? Alors soit vous apprenez, l'équadif c'est W' égale A1W, moi c'est ça que j'arrive pas à retenir. Où A1 c'est le coefficient qui est devant X' dans l'équation qui est là. Alors moi ce que je fais c'est pas ça. Je sais quoi? Je sais, je l'ai même mal écrit là dans ma preuve, je trouve. Je sais que W de t, c'est le déterminant. C'est le déterminant de phi1, phi1', phi2, phi2'. Bah oui, mais on est en dimension 2. Un déterminant, vous savez le calculer. En dimension 2, un déterminant, c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Donc ça me fait du phi1, phi2', moins phi2, phi1'. Du coup, maintenant, ce que j'apprends, moi, c'est que je sais qu'il y a une équadif sur le Wronskien. Donc, je refais la preuve, entre guillemets, à chaque fois. Je fais W' et je dois dériver ça. Alors ça, c'est la dérivée d'un produit. Ça fait phi1', phi2', plus phi1, phi2 secondes, moins phi2', phi1', moins phi2, phi1 seconde. Alors déjà, il y a un truc qui se passe ici. C'est que j'ai plus phi1', moins phi1', ça simplifie. Et maintenant, j'ai mon équadif. Du coup, si j'ai mon équadif, je peux remplacer là-dedans le phi2' par son équadif. A1 de t phi2' plus A0 de t phi2. Ouais, et là, je peux remplacer moins. Enfin, ce terme-là, il y aura le moins, mais je vais me faire avec du A1t phi1' plus A0t phi1. Et si je fais ça, il se passe un truc encore, c'est que je vais avoir un plus, entre guillemets, je vais peut-être l'écrire quand même pour que vous le voyez, mais c'est dans la preuve au-dessus sinon. Mais ça va me faire je vais avoir du A1 phi1 phi2' plus A0 phi1 phi2 moins A1 phi2 phi1' moins A0 phi2 phi1. Je vois que encore ça simplifie avec ça. Il me reste plus que ceci. Et là, il faut juste que je remarque que ce calcul-là, c'est exactement le calcul que j'avais là-haut. Et ça fait du A1W. Donc, je vais pas vous mentir, c'est juste que si vous me demandez à froid, pas là cette semaine ou pas pendant 2 semaines, mais si dans 3 mois vous me demandez, monsieur, dans l'équadif du Wronskien, c'est laquelle l'équadif du Wronskien? Je vais vous dire, je recalcule. Je sais plus si c'est A0 ou si c'est A1, et si je dois mettre un moins dans A1, ou si je dois mettre un moins dans A0, ou si je dois... Donc, là, pour la colle qu'il y aura sur ça, ou pour le cours qu'il y a là, vous apprenez votre équadif du Wronskien, ça vous fera gagner du temps. Mais si ça doit tomber à l'oral, ou si ça doit tomber à l'écrit, 3 semaines après, quand on sera plus dans le chapitre, il faut que vous l'appreniez par cœur et vous ne l'oubliez pas et vous êtes sûr de vous, soit que vous sachiez retrouver ce Wronskien. Donc moi, je connais la définition et je sais qu'il vérifie une équadif d'ordre 1. Donc je calcule W' et je retrouve mon équadif comme ça en 2 minutes. Ok? Donc c'est juste ça. Le Wronskien, et c'est la grosse propriété du Wronskien, il vérifie une équadif d'ordre 1 qu'on saura toujours résoudre. Du coup, si je suis capable de trouver une première solution du système homogène, on va voir que résoudre le Wronskien nous donnera la deuxième solution du système homogène. Et on va faire des équadifs en cascade qui vont être un peu lourdes à résoudre, mais qu'on va pouvoir résoudre. Ok. Oui. Donc ça, c'est pour les solutions homogènes. J'ai déjà mis un exo. On va peut-être faire l'exo. Et après, on fera... Hop. Alors, je vous donne une équation différentielle d'ordre 2 à coefficient non constant. Je vous donne l'équation différentielle. X secondes est égal à moins 1 sur t x' plus 1 sur t carré x.
Ok, c'est une équation différentielle d'ordre 2 à coefficient non constant. On ne sait pas la résoudre. Alors, j'aime pas trop, c'est pour vous faire gagner du temps. Je vous ai dit, on pourra remarquer que x1 de t égale t est solution de E. Alors, je l'appelle E cette équation, mais là, je vais la renommer pour mon exo pour le faire. Je vais l'appeler H, c'est juste pour faire remarquer, c'est bien une équation homogène. J'ai pas un terme, ce ne serait pas une équation homogène si derrière j'avais un terme en plus cosinus t. C'est-à-dire un terme sans x, etc. Mais là, comme j'ai pas de terme comme ça, c'est bien une équation homogène. Donc, je suis bien dans le cadre de mon cours que je viens de vous faire. On va admettre pour gagner du temps que x1 de t égale t et solution. Ok. Comment je vais trouver ma deuxième solution du coup? J'ai dit en utilisant en résolvant l'équation différentielle vérifiée par le Wronskien. Bah déjà, je vais aller dire soit x2 une autre solution. Soit x2 une autre solution de h. Posons w de t égale le déterminant de x1 de t, x1' de t, x2 de t, x2' de t, qui au passage, je l'écris juste pour le moment, mais ça fait juste t1 x2 de t, x2' de t. On sait, c'est le cours, vous le rebalancez ça, hein, vraiment, on sait que w', c'est égal à a1 w de t. Donc ici, w', ça fait moins 1 sur t, w. Je dois résoudre cette équadif, qui a coefficient non constant, donc celle-ci, je vais la faire. Tiens, je vais la faire, en plus c'est un Wronskien, donc on va gagner du temps. On a dans le cours, c'est la petite propriété que, tiens, je vais mettre je vais mettre non collinéaire. Je rajoute ici un mot, c'est important. Vous allez comprendre pourquoi dans 10 secondes. Je mets non collinéaire à x1. Pourquoi? Parce que si je mets que ma solution est non collinéaire à x1, on sait que w' égale ça et que w est non nul. Je sais qu'il est non nul mon Wronskien si je prends une base de solution. Donc je sais que w' vérifie ça et qu'il est non nul. Bah, du coup, je peux résoudre comme un physicien, mais en maths. J'ai pas de problème. J'ai le droit de dire que ceci, c'est équivalent à dire que w' sur w, ça fait moins 1 sur t. Ce qui implique que la primitive de w' sur w est de la forme ln de t plus moins ln de t, vu que c'est un moins 1 sur t, plus constante. Sauf que la primitive de w' sur w, ça fait ln de valeur absolue de w de t, est donc égal à moins ln de t, plus constante. Ce qui est équivalent à écrire, en composant par l'exponentielle, que valeur absolue de w de t est égale à exponentielle de c plus, enfin moins ln de t. Ce que je peux réécrire, je fais du zèle, w de t est égal à plus ou moins exponentielle de c sur... Alors je fais vraiment du zèle, je l'écris sur exponentielle de lambda t. Et là maintenant je vais faire un choix. Ce plus ou moins exponentielle de c, je vais l'appeler lambda. Et exponentielle de lambda t, ça fait lambda sur t. Le lambda étant un nombre quelconque appartenant entre guillemets à R étoile. Pourquoi R étoile? Bah déjà c'est une exponentielle et je cherchais une solution non collinéaire, donc forcément elle est non nulle. Cette résolution est 100% correcte hein, mathématiquement. Donc j'ai W de t. Pourquoi est-ce que je vais gagner à trouver une autre solution? Ben, c'est ce que j'ai caché là-haut. Là-haut, je vous ai dit que le déterminant, c'était ça. Ben, ça, je peux le calculer. Ça fait tx2' moins x2.
Et ça, c'était le Wronskien. Donc maintenant, si j'écris l'égalité du Wronskien, je peux donc écrire, je descends un tout petit peu, donc W de t, ça fait lambda sur t, et c'est égal d'un autre côté à tx2' moins x2. Ceci est une nouvelle équation différentielle qu'on peut résoudre. Et je vais trouver x2 comme ça. Donc allons-y. Alors c'est un sur t, c'est juste que j'ai fait un... Voilà. Bon, il faut résoudre cette équation différentielle. Alors première chose, ça... pour cet exercice-là, je voulais juste faire les calculs. J'ai mal fait mon exo et je vais arrêter tout de suite parce que j'ai oublié un truc, mais c'est important. Enfin, je voulais surtout faire les calculs, mais je vais en parler. Je remonte un tout petit peu pour dire faire quelque chose. Je peux la résoudre où, cette équation? D'ailleurs, j'ai fait une boulette aussi à un autre moment. Ryan? T'arrives à la résoudre en zéro, toi? Oui. Alors, cette équation-là, elle peut être résolue sur... Alors, attention, sur R plus étoile ou sur R moins étoile. Parce que, encore une fois, j'ai besoin que mes fonctions ils soient continues sur un intervalle. Ces fonctions, elles ne sont pas continues en zéro, elles ne sont même pas définies en zéro. Donc, je peux la résoudre sur R plus étoile ou sur R moins étoile. Oui, Ryan. Si, justement, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que j'étais trop vite. Ici, je peux pas faire ça. Ici, je suis obligé de dire, on résout sur... Alors, c'est pas très très dur, hein. Si je voudrais résoudre sur R moins étoile, ce serait un moins ln de moins t. Parce que, enfin, on peut résoudre... Ou ln de valeur absolue de t dans tous les cas, et je peux garder une valeur absolue ici. Mais si je résous sur R plus étoile, ça me fait ça. Et donc maintenant, je peux continuer parce que, comme je suis sur R plus étoile, j'ai le droit de dire que ceci est équivalent. Je peux la multiplier par 1 sur t, cette équation. Ça devient x2' moins 1 sur t x2, qui va être égal à lambda sur t carré. Et il faut que je résolve cette équation. Alors allons-y. Je vais déjà résoudre, je vais reposer h, c'est l'équation x2' moins 1 sur t x2, égale à 0. On a ce que vous devez mettre, là je fais une rédaction classique de ce qu'il faudrait faire. Continue sur R plus étoile. Donc, le cours assure que x2 de t est égal. Et là, vous balancez votre formule de maths que vous connaissez par cœur. Alors moi, je ne la connais pas. Donc du coup, je triche. Et du coup, je fais ma méthode physicienne dans un coin du tableau. Ça fait x2' sur x2 qui fait 1 sur t. Ça me fait du ln de x2 en primitivant qui me fait du ln de t. Ça me fait du x2 de t égale t. Alors, où je peux mettre plutôt exponentielle de ln de t. Donc, je vais en parler. Je vais dire, d'après le cours, notre cours nous assure que x2 de t, c'est c fois exponentielle de ln de t. Et on ne peut rien vous dire. Oui. Oui. Ok. J'ai le droit de faire ça en maths? Alors, 100%, oui. Alors, mais justement, tout ça, faudrait l'expliquer. C'est-à-dire que faudrait dire, je cherche une solution non nulle, que parce que je vous expliquais de non-croisement des solutions, si une solution est non nulle en un point, elle est non nulle en aucun point, donc je peux dériver ça pour tout t, donc je peux primitiver cette fonction sur l'intervalle R plus étoile. Avec toute cette explication-là, ça marche et tu as le droit de le faire.
Est-ce que tu as le temps de perdre au concours de rédiger tout ça sur ta copie? D'après le cours, bam, je balance le truc que j'ai retrouvé. On ne dira rien et c'est plus vite rédigé. C'est pour ça que je le fais comme ça. Et c'est pour ça que j'appelle ça la méthode physicienne. Mais elle se justifie complètement mathématiquement, cette solution. Il y a 15 jours, j'étais à un forum au lycée de l'ESCO pour présenter la prépa. Et il y avait un autre prof de prépa qui me disait que on résout toujours la méthode physicienne, les équadifs, mais qu'il n'y a pas de fondement derrière. Comment ça, il n'y a pas de fondement? Bien sûr que si. Les solutions ne peuvent pas se croiser. Enfin... Mais c'est trop long à rédiger à chaque fois. Mais ça marche. Et donc ça fait C fois T. Alors, je vais rajouter encore une fois un x de h, juste pour dire que c'est la solution homogène. Et du coup, la solution pas homogène, elle est là-haut. Donc, posons x de p de t qui vaut c de t fois t. Je vais mettre solution particulière de... Je ne vais pas donner un nom, je vais l'appeler... Non, E, c'est déjà donné dans le sujet. E2. Solution particulière de E2. Je vais injecter. Donc, x de prime, ça me fait c' de t fois t, plus c de t, moins 1 sur t fois c de t fois t, doit être égal à lambda sur t carré. Et vous voyez encore une fois, en réinjectant les calculs, je vois bien que mon terme en c de t se simplifie avec celui-là. Donc j'ai bien l'équation classique que je veux. Ça me donne c' de t fois t. Bon, je vais même passer le t directement de l'autre côté. Ça me donne c' de t qui vaut lambda sur t cube, ce qui implique que c de t, je peux prendre, vu que je dois trouver un c de t, je veux trouver une solution particulière. C'est quoi une primitive de lambda sur t cube? Ça va se faire de tête. Faut aller vite. Je vais les réécrire autrement et maintenant vous devez le faire de tête très 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 vite. C'est quoi une primitive de lambda t puissance moins 3? Et là, ça doit être évident. C'est lambda t puissance moins 2 sur moins 2. Ouais. T'avais autre chose à dire, Iggy? Ouais, non mais... Ce qu'on peut réécrire si on est des gens civilisés par moins lambda sur 2t carré. Voilà. Et x de p de t, ça vaut moins lambda sur 2t carré fois t, ça vaut donc du moins lambda sur 2t. J'ai trouvé ma solution x2. Alors, au final, j'avais juste besoin de trouver une solution x2, hein, donc j'ai pas besoin de trouver n'importe quelle, enfin toutes les solutions. Enfin, mon but c'était de trouver une deuxième solution qui était une base de mon équation. Et le lambda, c'était la même chose que l'autre? Oui, donc alors au final, regardez, mais je vais avoir tout résolu, mais au final, x2 de t, c'est x de h de t plus x de p de t, ça fait du ct, mais ça c'était déjà la solution x1 en fait, plus, enfin moins lambda, sur 2t. Ceci, je peux le réécrire comme c x1 de t en fait. Moins lambda sur 2t. Donc en gros, ma vraie solution, c'est ma solution particulière. Hein, j'ai pas besoin de plus. Ma vraie solution, c'est celle-là. Donc maintenant que j'ai des x2 et x1 comme ça, je peux dire toute solution alors, toute solution de E
est une combinaison linéaire de ma base de solution de x1, x2. Et donc toute solution de E, ça me fait x de t. Une solution, ça fait c fois x1 de t, enfin a, ou je vais peut-être pas l'écrire c, parce que j'ai déjà écrit des c, je vais écrire grand A fois x1 de t plus grand B fois x2 de t. Ce que je peux noter grand A fois t, et je peux, quitte à cacher dans le grand B, ça fait juste du t sur t, du B sur t. J'ai pas besoin. En fait, mon moins lambda sur 2t, il apporte strictement rien. C'est que des constantes multiplicatives. C'est ça la forme de mes solutions à cet équadif. Mais vous voyez l'idée? Alors, l'idée là, c'est que le sujet soufflait que x1 de t égale t est solution. Si on était dans un problème de concours, je ne vous aurais pas soufflé x1 de t égale t est solution. Je vous aurais soufflé la question suivante, qui est une question classique. Trouver une solution polynomiale à cet équadif. Vous auriez trouvé x1 de t égale t. Après avoir trouvé la solution polynomiale, à partir du Wronskien, trouvez la deuxième solution. Qu'en est-il de l'ensemble des solutions? Voilà. Après, en troisième question, on fait une combinaison linéaire des deux solutions qu'on a trouvées. Voilà. C'est ça le principe du Wronskien. C'est si vous avez déjà une solution, vous résolvez une équadif, vous trouvez le Wronskien. À partir du Wronskien, vous avez une nouvelle équadif sur la deuxième solution, vous la résolvez, vous avez votre deuxième solution. Et en dimension n, c'est ça encore plus compliqué. Ok. Donc, on a vu le principe du Wronskien. Si on a le temps, je veux plutôt faire les variations des constantes. On fait un exemple aussi, et comme ça, demain, on fait que des exos. Je préfère qu'on ait le cours tôt, et qu'après, on ait des exos, plutôt que d'oublier de faire un point de cours, et que je puisse pas travailler sur quelque chose. Alors, le Wronskien, c'est ce qui permet, à partir d'une première solution, et on n'a pas de méthode, de trouver la deuxième solution du système homogène. La méthode des variations des deux constantes, c'est la méthode pour trouver la solution particulière de l'équation avec second membre. Méthode de variation des deux constantes, c'est pour trouver la solution particulière avec les seconds membres. Ça marche toujours, quel que soit l'équadif d'ordre 2 que vous allez avoir, même un coefficient non constant. Du moment que vous avez trouvé vos deux solutions avec votre Wronskien et qu'il y a un second membre, vous trouverez les solutions de votre équadif grâce à la méthode de variation des deux constantes. Alors, par contre, cette méthode de variation des deux constantes, j'ai pas trop d'autres solutions de vous dire qu'il faut l'apprendre. Pourquoi? Je vais vous montrer la preuve, mais elle est vraiment moche. Autant le Wronskien, je la retrouve, autant la preuve de celle-ci. De toute façon, dans la preuve, il y a je vais vous dire une arnaque. C'est pas une arnaque, c'est des mathématiques correctes, mais il y a un truc qu'on est obligé de faire qui est tordu, et que je vais vous expliquer. Et du coup, autant apprendre directement la méthode de variation des deux constantes. Donc, si vous connaissez votre base de solution de l'équation homogène, il faut que vous connaissiez votre base de solution de l'équation homogène. Par exemple, par la méthode du Wronskien, comme on l'a vu. On trouve une première solution, par exemple, développable en série entière, puis on fait le Wronskien, on trouve la deuxième solution, on a une base de solution. Si vous cherchez la solution particulière à l'équation, en fait, la solution particulière, on va la chercher comme une combinaison linéaire de phi1 et phi2, mais où les fonctions alpha, exactement comme dans l'autre méthode, on va les faire varier. C'est-à-dire que ça a pu être alpha de t, ça a pu être alpha, mais ça va être alpha de t, et l'autre, ça va être bêta de t, phi2. On va chercher notre solution en faisant varier les deux constantes alpha, bêta qui arrivent dans la combinaison linéaire des solutions. Si je reprends mon exo du dessus, c'est comme si, en fait, après, pour trouver... Mais c'était une équation homogène. Hein. En gros, le A qui est là, je le pose comme un A de t, et le B qui est là, je le pose comme un B de t. Et ce qu'on fait pour les équadifs d'ordre 1, c'est qu'on réinjecte dans l'équation, et on trouve une équadif sur C, quand c'est une constante C. Ici, en fait, comme il y a deux fonctions qui varient, c'est un peu plus compliqué. Je vous montre la preuve, mais c'est ça qui est tordu et qu'il faut voir et admettre, ou admettre et comprendre. C'est que il va se passer ça si j'injecte dans l'équation.
Je sais que phi vaut ça, donc je peux calculer phi prime et je peux calculer phi seconde. Dans phi seconde, il y a du phi 1 seconde qui apparaît. Le phi 1 seconde, je peux le remplacer par a phi 1 phi a prime plus a0 phi 1. Le phi 2 seconde, je peux le remplacer par ça. Donc en fait, dans mon calcul de phi 2 seconde, j'ai plus de termes en phi 1 seconde et en phi 2 seconde, j'ai que des termes en phi 1 et en phi prime 1. Si je regroupe par, entre guillemets, par ordre de dérivée, je peux pouvoir mettre ce terme-là qui est phi. Ce terme-là, en fait, j'ai un terme ici qui va apparaître en A1 qui me gêne un peu, et je vais obtenir ça derrière. Ok. Ici, je vais imposer... En fait, c'est ça qui est tordu dans cette condition. C'est que cette quantité qui apparaît là au milieu, c'est ça qui est vraiment tordu dans cette idée, dans cette méthode, c'est que la quantité qui apparaît là au milieu, en fait, elle tombe par rond. Ce que je veux dire par elle tombe par rond, ça fait pas phi prime. Ça fait phi prime moins deux termes que j'arrive pas à enlever. Et du coup, pour que la méthode marche et qu'on puisse faire une variation de la constante, je suis obligé de poser, que je vais imposer, que cette quantité-là, je veux qu'elle vaille 0. Donc, dans la méthode de variation des constantes, il y a une des deux équations en fait que je pose ici. Elle n'est pas naturelle, vous ne la retrouverez pas en faisant les calculs. C'est celui qui a inventé la méthode, je ne sais pas qui a inventé ça, mais a dit je vais poser ça égal à 0 pour que ça marche. Donc c'est pour ça que je n'ai pas d'autre choix de vous dire qu'il faut la prendre. Parce que en gros, il faut poser ça égal à 0 dans les calculs pour que la méthode marche. Si vous ne retenez pas qu'il faut poser ça égal à 0, je vous assure, quand j'ai fait la preuve, la première fois, quand j'ai fait mon cours à ce moment-là, l'année dernière, j'ai fait, mais ça marche pas la méthode, ça marche pas. On le trouve pas que ça vaut 0. Et non, on le trouve pas, on doit le poser en fait. Donc c'est pas une méthode naturelle. Du coup, en fait, on va avoir une solution si on résout ce système de deux équations qui est là. Et ce système de deux équations, c'est, en fait, si je dérive juste les termes en prime ici en alpha et en bêta, bah, je veux mettre en second membre que c'est égal à 0. Et si je dérive tous les termes, c'est comme ça que je la prends, moi, j'obtiens B en second membre. C'est comme ça que je pose mon système de variation des constantes. Si je dérive uniquement les constantes, je dois mettre égal à 0. Si je dérive tous les termes, je dois mettre égal au second membre. C'est comme ça le système d'équation qui est vérifié par le système de variation des deux constantes. Et si vous résolvez ce système, et on va voir qu'il se résout bien, ça se fait bien une fois qu'on pose le système, on va pouvoir séparer les variables par un pivot et résoudre les équadifs, ça ne va pas poser de grosses difficultés. On est capable de trouver une solution particulière à l'équation avec second membre. Faisons un exo là-dessus et on aura fait les choses bien. Et ça tombe bien. Alors je ne sais pas si on va avoir le temps de le finir, mais on va pouvoir le commencer. Il y a un exo de CCINP là-dessus. Et vous l'aurez en colle la semaine prochaine pour tester votre méthode de variation des deux constantes et réviser d'autres choses en même temps. Alors, j'ai une question 1. Déterminer une primitive de x donne cos puissance 4 de x. Sans répondre à la question. Qui pense avoir une méthode pour te calculer la primitive de cosinus puissance 4 de x? Tu penses l'avoir, Nicolas? Ok. Encore une fois, si vous n'avez pas de méthode, c'est du manque de cours. Moi, quand j'étais à votre place à ce moment-là, je faisais « Oh, j'ai vraiment pas envie, mais oui, il va falloir le faire. » Donc Daouda, tu penses l'avoir? Ouda aussi? Asma aussi? Ryan aussi? Julien aussi? Juste parce que j'ai dit j'ai vraiment pas envie de le faire. Qu'est-ce que j'ai vraiment pas envie de faire? Ouda? Ouais. Faut linéariser le cos. Il n'y a pas le choix. La façon de primitiver ça, c'est linéariser ce cosinus puissance 4. Donc on applique notre formule du binôme, on développe comme des gros bourrins avec la formule de l'air, et on simplifie, et ça marche. Oui, c'est pas fin. C'est calculatoire. Faut le faire. Mais oui, trouver une primitive de cosinus puissance 4 de x, ça revient à linéariser cosinus puissance 4 de x. Donc allons-y.
cosinus puissance 4 de x, c'est exponentielle x plus exponentielle moins ix sur 2, le tout à la puissance 4. Et là, le bonheur commence. Première chose, on va réécrire nos petits coefficients du binôme. À l'ordre 2, ça fait 1, 2, 1. Donc à l'ordre 3, ça fait 1, 3, 3, 1. Et à l'ordre 4, ça fait du 1, 4, 6, 4, 1. Est-ce qu'on est tous d'accord sur votre triangle de Pascal et comment vous retrouvez ces coefficients du binôme? Ça vous va ou c'est de la magie noire ce que je viens de faire? C'est la formule du triangle de Pascal, hein. Pour faire cette case-là, je fais ça plus ça. Et pareil pour toutes les cases. Et je rajoute des 1 au bout. Du coup, allons-y. Ceci, ça va me faire du 1 sur 2 puissance 4 fois. Et maintenant, je vais prendre le exponentiel ix 4 fois. Et je vais mettre 1 comme coefficient devant. Puis je vais mettre le coefficient 4, je vais prendre le exponentiel ix 3 fois. Et je vais prendre une fois le exponentiel moins x. Puis je vais prendre 6 fois en prenant exponentiel x 2 et exponentiel moins ix 2 fois. Plus 4 fois exponentiel ix une fois et exponentiel moins ix 3 fois. Plus exponentiel moins ix à la puissance 4. Maintenant, je simplifie cette ordre. Ah, j'ai peut-être débordé. Non, c'est juste le crochet qui est débordé. Mais je comprends pas. En fait, là, j'ai toute ma page quasiment aujourd'hui. Mais ça varie, c'est aléatoire. 1 sur 2 puissance 4, à moins que je devienne fou, ça va faire 16. Ensuite, j'ai du exponentiel i4x. Plus 4 exponentiel 2ix. Plus 6, plus 4 exponentiel moins 2ix. Plus exponentiel moins i4x. Là, j'ai que des plus. Bon, ça va aller alors. Donc, cette horreur, maintenant, je peux regrouper comme ça. Ceci plus ceci. Ça fait du 2 cosinus 4x. Ceci plus ceci. Ça fait du 8 cosinus 2x. Du coup, au final, mon calcul, ça me fait du 6 16e que j'ai pas pu regrouper avec les autres. Plus, alors, 8 sur 16 plus 1 demi de cosinus de 2x. Plus 1 huitième de cosinus 4x. Et j'ai été bête, le 6 sur 16, je peux le simplifier. Ça me fait du 3 sur 8. C'est un tout petit peu mieux. J'efface. Enfin, vous pouvez le garder et le changer, mais 6 sur 16, ça me fait du 3 sur 8. Oui, il n'y avait pas le choix, il fallait linéariser. Alors, j'ai pas fini, hein. J'ai pas encore trouvé la primitive, mais maintenant, la primitive, je peux la trouver facilement. Donc, alors, moi, mon calcul de primitif, quand je fais vraiment des calculs de primitif, je préfère mettre des bornes. Donc, si je fais l'intégrale de 0 à t de cos puissance 4 de x dx, ça va devenir l'intégrale de 0 à t de 3 huitièmes plus 1 demi de cos 2x plus 1 huitième de cos 4x dx, ce qui devient 3 huitièmes de t clairement pour la première intégrale, et après je vous remonte juste, c'est juste pour que vous ne vous trompiez pas sur ce 2, parce que vous m'énervez quand vous vous trompez sur ce genre de choses. Plutôt que d'essayer de faire des formules que vous ne maîtrisez pas, vous faites un changement de variable si vous ne connaissez pas vos formes de référence. Ce que je vais vous dire là-dessus, c'est que vous posez u ici qui est égal à 4x. Si vous posez u qui est égal à 4x, cette intégrale-là, ça va devenir l'intégrale de 0 à... oui, s'il y a 4x. Quand x vaut t, du coup, u vaut 4t. Ça va me faire du cos u. Et voilà comment vous retrouvez votre calcul. C'est que si u vaut 4x, du vaut 4 dx, c'est-à-dire que dx vaut du sur 4. Et je retrouve ma constante en bas. Ou alors, et je vous avais aussi montré la méthode, vous ne posez pas le changement de variable u,
vous faites apparaître la forme référence cos U de t, et vous posez U de t qui vaut ceci, enfin U de x, pardon, et vous remultipliez devant et derrière par U' de x divisé par sa valeur. Et ça devient une forme de référence. Et vous allez savoir primitiver ça. Donc dans tous les cas, vous devez savoir mener le calcul. C'est non négociable. Ça fait 3 huitièmes de t plus 1 demi de... Alors un quart, vu que j'ai un autre 2 qui va sortir. Plus 1 quart, ici, je vais l'écrire en cos... non, la primitive de cos, c'est sin, pardon. Sin u de x à prendre entre 0 et t. Et ici, ça va me faire du 8 x 4, 32. Là, maintenant, ça fait du sinus u à prendre officiellement entre 4t et 0. Et donc ça me fait du 3 huitièmes de t. Les sinus s'annulent en 0, donc ça va me faire juste du sinus de t sur 4 plus sinus 4t sur 32. C'est ça ma primitive de cos 4. Question très calculatoire, oui. Ok. Reprenons l'exo, continuons. Je vous laisse écrire quand même. Alors, je remonte pour les exos parce que ça va aussi m'énerver, mais ça n'a rien à voir avec des maths. Mais strictement rien à voir avec des maths pour moi. Alors, c'est marqué. C'est guidé. Résoudre sur R l'équation différentielle y seconde plus y égale cos cube de x en utilisant la méthode de variation des constantes. Je vous l'ai dit, la méthode de variation des constantes, c'est la méthode qui marche quand on résout l'équation avec second membre. Donc avant, il faut résoudre l'équation homogène. Je vous interdis de ne pas connaître la solution de cette équadif-là et de devoir faire le moindre calcul. Et c'est pas à cause des maths. Ryan? Ouais. Vous devez connaître en physique les solutions de vos oscillateurs harmoniques. Hein. C'est non négociable, hein, ça je pense, en physique. Donc si vous rajoutez, vous trichez, vous rajoutez un oméga carré ici qui vaut 1, et vous savez faire quoi. Donc ceci, j'écris vraiment rien du tout. Et le jour de l'oral de maths, vous dites que c'est un oscillateur harmonique et que vous apprenez le truc par cœur. Je m'en fiche. Hein. Enfin, tout prof de maths dit on valide. Enfin, tout prof de maths qui vous fera passer l'oral de maths parce qu'il aura subi une prépa comme moi, et il le sait par ça et pas par les maths. Du coup, Y, alors attention ici, j'ai pas trop le choix de mes lettres parce qu'ils ont mis du cos cube X, donc je vais pas le mettre en T, je vais le mettre en X. Donc ça va me faire du A cosinus oméga T, enfin du coup cos X, plus B sinus X. Ok. C'est ça une solution YH de X. Du coup, juste pour vous faire le lien avec mon cours, et je voulais juste arrêter là, on fera la résolution en début d'après-midi, mais je veux qu'on ait posé le truc des variations des constantes avant de commencer. Par rapport à mon cours de ce matin, ceci c'est mon alpha phi 1 plus bêta phi 2. C'est ça mes deux solutions de ma base de solution en fait. C'est d'un côté j'ai cosinus comme solution et de l'autre j'ai sinus. Ok. Donc si vous avez compris ça, et là ce que j'appelle mon second membre, le cos cube ici, c'est ça qui est mon B de t dans mon cours. C'est ça mon second membre de mon équation différentielle. Du coup, allons-y. Appliquons la méthode de variation des constantes.
je pose phi de t qui vaut a de t. Ah, c'est du x. Je pose phi de x qui vaut a de x cos x plus b de x sinus x. Et je mets, on résout. Et là, vous balancez votre système par cœur parce que vous l'avez appris. Alors, je vous l'ai dit, c'est la première fois c'est moi qui le fais. Je ne dérive que les termes en a et b et je mets en membre de droite égal à 0. Donc ça me fait que mon système, c'est du a' de x cos x plus b' de x sin x est égal à 0. Et ensuite, je dérive tout. Je dérive chacun des termes de mon équation d'avant. Et je mets égal à b. Donc ça fait a de x. La dérivée de cos, c'est moins sin. Je mets b' de x. Et la dérivée de sin, c'est cos x. Et là, je dois mettre que c'est égal à cos cube de x. Bah non, il reste 3 secondes. Je crois que je peux arriver à le finir, cet exo. Alors vraiment, oui. Mais il faut que vous le voyez. Je finirai de l'écrire cet après-midi, mais je vais quand même écrire un truc. Si ceci, c'est l'équation 1 et ceci, c'est l'équation 2, est-ce que quelqu'un voit quelque chose pour simplifier l'équation? Enfin, pour trouver une équation simple sur une autre variable, c'est un peu comme faire un pivot, et on arrête là. Moi, je le vois. Je peux simplifier mes termes en A. Ryan? B' de pi sur 2. C'est juste en un point. T'as pas l'expression de la fonction. Non, c'est pas dans ce sens-là. Non, je vais juste vous écrire que si je multiplie l'équation 1 par sin et que j'ajoute l'équation 2 que je multiplie par cos, bah ici je mets un sin cos et ici j'ai un moins sin cos. Ça se simplifie et il va se passer ceci. Donc tous les termes en A, je peux l'écrire, mais en gros je fais du a' de x fois cos, je l'écris pas les lettres, mais cos sin moins sin cos, ça fait 0. Et je vais me retrouver avec du b' de x. Et là, c'est marrant, comme la première, je l'ai multipliée par sin et la deuxième par cos. Ça me fait du b' de x facteur de cos carré plus sin carré. Et ça fait 1. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que comme j'ai multiplié l'équation 2 par cos, et que le membre de droite, c'était cos cube, maintenant, le membre de droite, ça devient cos 4. Et cos 4, c'est ce qu'on a primitivé à la question 1. Voilà. Donc je continue, je finis ça cet après-midi, mais je voulais vous montrer que bah, il faut le poser, ce système, c'est un peu moche, mais ça marche et c'est logique. Je le réécris vu que c'est mal passé, mais c'est cos 4x, hein, juste ce résultat-là. Enfin, je réécris peut-être l'équation. Voilà.